Alors, nous voilà de retour pour la suite de Smart Tech et le rendez-vous avec Alain Staron, son regard disruptif sur les modèles économiques dans le monde de l'innovation. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Je l'ai annoncé avant notre coupure pub. On va parler d'une pépite française sur un marché porteur, mais qui traverse vraiment une mauvaise passe. Alors, je veux parler de Sigfox. Oui, Sigfox, c'est une pépite. Sigfox, c'est une boîte qui a levé 100 millions d'euros en 2015, 150 millions d'euros en 2016, avec une feuille de route extrêmement claire. Couvrir la planète d'antennes pour écouter tous les objets qui vont communiquer. Et tous les objets, c'est beaucoup. Ludovic Lemont, son président fondateur, disait 1 milliard en 2023. Aujourd'hui, Sigfox, c'est 72 pays ou régions couverts, c'est 16 millions d'objets connectés. C'est des clients prestigieux, SNCF, DHL, Air Liquide, LVMH. Et néanmoins, ça ne marche pas très bien. Et si on écoute, on lit la presse, on regarde ce que disent les actionnaires, on entend toujours la même chose, c'est la faute à pas de chance. La vision était là, le développement était là, mais le marché de l'IoT n'a pas été présent. Et alors vous avez une autre analyse, j'imagine, de la situation. En fait, oui, je pense qu'on est en plein déni. J'ai eu la chance, ou le hasard, de rencontrer Ludovic Lemont en 2017. On était chez Suez, son actionnaire, et à l'époque, donc, il venait de lever beaucoup d'argent, il était très heureux. Et je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce qu'il va faire à l'arrivée d'un standard mondial de l'Internet des objets ? Restait assez évasif, et puis il a conclu en disant « Je vais faire un truc assez simple, il y a toujours une place pour nous », et c'est ce qu'il a appelé ensuite le 0G, avec un sens du marketing fabuleux, ouais. qui a plu à tout le monde, qui a plu aux actionnaires, qui a plu aux clients, qui a plu aux investisseurs, qui a même plu au cabinet de conseil, ce qui fait que moi j'ai été appelé par un cabinet de conseil anglo-saxon, donc c'est l'expert de Boston qui voulait comprendre pourquoi moi je disais que ça allait imploser. Juste pour préciser pour nos spectateurs, 0G, en fait, ça symbolisait le fait qu'on utilisait un réseau à très bas débit pour les objets connectés. Très très malin. Donc vous, à ce moment-là, vous dites... ça va imploser. Alors, imploser, d'accord, c'est un mot quand même très très fort. C'est un mot très très fort. Et en fait, ça tient en un mot. Pourquoi ça va imploser ? Écosystème. Alors, quand on parle d'écosystème, tout le monde pense, imaginez tous nos auditeurs, nos téléspectateurs, écosystème, oui, c'est ce qui gravite autour de moi. Oui, enfin, depuis que Copernic est passé par là depuis, en fait, c'est pas ce qui gravite autour de moi, c'est au sein de quoi je suis mouillé, dans quoi j'évolue, et je suis pas au centre. Bon. Et ça, c'est un truc qu'on a du mal à comprendre. Et c'est très humain, c'est un biais cognitif qui s'appelle le biais d'Andogroup, qui est très bien symbolisé par une analyse que j'ai vue qui date de 2017, où quand on interroge 300 patrons de grandes boîtes américaines, est-ce que vous avez besoin de vous transformer ? La réponse à 80%, c'est oui. Est-ce qu'autour de vous, l'industrie va transformer ? La réponse est non. J'aurai toujours les mêmes concurrents, les mêmes trucs, rien ne va changer. C'est un biais d'Andogroup, et ce biais... beaucoup d'acteurs de l'Internet des objets ont été victimes. Ils n'ont pas compris ce que l'écosystème de l'Internet des objets devenait. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve ? Qui sont les acteurs de cet écosystème ? Alors, on va refaire une petite histoire rapide. La téléphonie mobile, ça date des années 90. Fin des années 90, les opérateurs télécoms se disent, eh bien, puisque les gens communiquent, les machines pourraient communiquer. C'est très simple. Je mets une carte SIM dans une machine. Bien. Ça permet de transmettre beaucoup d'informations, puisque nous, on parle, c'est la voix, ça prend beaucoup d'informations, et ça consomme beaucoup de courant. Donc nous, on peut charger notre téléphone tous les soirs, mais si votre machine n'est pas branchée, elle ne va pas se recharger tous les soirs. Donc ça pose un vrai problème. Et comme toujours, quand vous avez un problème, une douleur, un pain point en anglais, vous avez des gens qui trouvent des solutions. Et les gens qui trouvent des solutions, ce sont ceux qui ont les douleurs, et par exemple, en particulier, ceux qui gèrent des grandes masses d'objets répartis sur des territoires et qui ne peuvent pas aller les rebrancher tout le temps. Exemple, les opérateurs de services à l'environnement. Je vais nommer Veolia et Suez. Au début des années 2000, Veolia a racheté Home Rider et a créé Birds. Suez a créé Ondeo. Ce sont deux entités de ces grands groupes qui sont destinées à faire quoi ? Mettre des antennes là où ces opérateurs exploitent des services et remonter les données des capteurs, en particulier les compteurs d'eau, pour pouvoir les exploiter et faire donc de l'efficacité économique. Ils ont fait ça pendant une dizaine d'années. Bon, et jusque-là, on n'avait pas de Sigfox dans cet écosystème. Et voilà. Et au bout de 10 ans, Sigfox et d'autres sont apparus en se disant, mais puisque ce que font ces opérateurs qui n'est pas du tout efficace, chacun fait la même chose dans son coin pour son business, je pourrais, moi, l'industrialiser et le rendre général. Et donc, celui qui a gagné, c'est Sigfox, c'est celui qui a le meilleur talent d'orateur, de marketing, de tout ce qu'on veut, et c'est lui qui a levé le plus d'argent, donc il a écrasé les autres, et il s'est dit, ce que chacun fait dans son coin, moi, je vais le faire pour tout le monde. Et ce qui, en soi,
est logique. Enfin, ça part d'une bonne intention, ça a l'air d'être une bonne stratégie. Sauf que, écosystème, Sigfox fait des télécoms. Il y a des gens qui font des télécoms depuis très très longtemps. Est-ce qu'ils allaient laisser le train passer, sachant que dans le même temps, le revenu de la voix baisse, les revenus des data commençaient à baisser, et donc ils se sont dit, on va faire pareil. Et donc, ce qu'a fait Sigfox avec la même technologie que les deux premiers, a été refait par LoRa. Donc c'est une boîte grenobloise, Cycléo, ça date de 2009 également, ça a été racheté par Semtech en 2012, peu importe. Ils ont créé ce qu'on appelle la LoRa Alliance en 2015 et se sont dit, nous les opérateurs télécoms, on va pouvoir faire aussi un réseau qui va faire la même chose. Et donc, l'intérêt des opérateurs télécoms quand même, c'est que eux, pour installer le réseau, ils ont déjà tous les points hauts, là où ils mettent leurs antennes. Donc il suffit de rajouter l'antenne LoRa. Là où Sigfox n'a pas de point haut, mais a beaucoup d'argent dans son compte en banque. Et là où les opérateurs historiques de l'environnement n'ont pas de point haut, pas d'argent, mais eux, ils ont business case. Bon. Et donc, ils sont là pour essayer de s'en sortir avec quand même... Allez-y. Avec quand même quelques limites. La limite, pour les premiers historiques, c'est que finalement, ça coûte cher et leur business case ne permet pas de rentabiliser les choses. Pour le second Sigfox, il faut quand même déployer un gros réseau. Et pour le troisième, les opérateurs télécoms, c'est quand même à la marge de leur réseau principal. Et il y a un problème majeur, transcendant, qui est transversal à tous ces gens-là, c'est que toutes ces technologies utilisent les bandes libres, c'est-à-dire des bandes qui ne sont pas surveillées. Moyennant quoi, si tout le monde se met sur la même bande au même endroit, ça s'embouteillage, il y a un embouteillage, ça s'embouteille, ça s'arrête et ça s'effondre et ça ne peut plus marcher. Il y a donc un problème de qualité de service. Alors, on n'a pas le temps de refaire toute l'histoire, mais donc vous voyez assez tôt que finalement, le modèle de Sigfox ne va pas fonctionner ? En fait, en 2015, j'étais au Mobile World Congress, tout le monde pouvait y aller. Qu'est-ce que j'ai vu là ? En fait, il y a un équipementier télécom qui a fait le même travail que tous les autres. En 2014, il rachète une autre start-up, anglaise celle-ci, qui s'appelle Noil, et il lui dit, tu fais la même chose, sauf que cette fois-ci, tu vas te mettre dans les bandes licenciées. Cet équipementier, c'est Huawei. Il s'est dit ensuite, moi, pour que ça marche, il faut que ce soit mondial. Donc, ils font un agrément avec Qualcomm, avec Nokia, et ils montent un standard mondial, agréé par le 3GPP, dès 2016. Moyennant quoi, en 2016, on pouvait dire que toutes les opérations précédentes étaient condamnées à disparaître, dès 2016. Bon, l'histoire était écrite selon vous dès ce moment. Merci beaucoup pour cette analyse, Alain Staron. On peut retrouver ces analyses, d'ailleurs vous les publiez avec les vidéos sur Forbes et Alliancy. Voilà. Alain Staron, disrupteur opérationnel et auteur de Auto Disruption, CEO aussi d'Amborella.